Direction Blacksburg, dans l'État de Virginie. Le 16 avril 2007, sur le campus de l'université Virginia Tech, des messages d'alerte retentissent dans tout l'établissement, ordonnant aux élèves d'évacuer les lieux. La panique s'installe. Va survenir ensuite l'une des plus meurtrières fusillades des États-Unis. Au total, 33 morts, dont l'auteur des coups de feu. Retour sur l'une des pires tueries de l'histoire des États-Unis. Aujourd'hui, découvrons ensemble la fusillade de l'université Virginia Tech. L'Institut Polytechnique et Université d'État de Virginie, en anglais Virginia Polytechnic Institute and State University, plus connu sous le nom de Virginia Tech, est une université publique américaine située à Blacksburg dans l'État de Virginie. Fondée en 1872, la Virginia Polytechnic Institute est située dans les montagnes du sud-ouest de la Virginie. Elle est très connue pour son école d'ingénieurs, mais aussi pour son équipe de football universitaire, les Virginia Tech Hokies. En 2004 et 2005, The Time a classé Virginia Tech parmi les 200 meilleures universités du monde. En 2003, Virginia Tech a créé un super ordinateur qui fut classé le 3e ordinateur le plus rapide du monde. Mais c'est pas tout, Virginia Tech est également l'établissement qui héberge le célèbre stade Stade Lane Stadium. Ce stade, qui a été inauguré en 1965, est réputé pour être gigantesque avec une capacité de plus de 66 200 places. Il accueille régulièrement les Hokies de Virginia Tech, mais aussi les équipes concurrentes. Depuis 2003, il fait partie de l'Atlantic Coast Conference, une organisation sportive créée en 1953 qui regroupe 15 universités situées dans l'est des États-Unis. Drôle de hasard, mais Virginia Tech était une zone réputée sans armes. Elle interdisait même à ses étudiants avec un port d'armes d'apporter les leurs sur le campus. En 2006, un étudiant ramène son arme. Juste après s'en être rendu compte, l'université l'expédia immédiatement devant un conseil de discipline. Alors que pourtant, l'étudiant qui possédait l'arme était détenteur d'un permis en bonne et due forme. Mais tout bascule le 16 avril 2007. À 7h du matin, dans le dortoir West Humble Johnston Hall, environ 900 étudiants sont encore en train de dormir. Parmi eux, un étudiant surgit dans une chambre et tire sur 2 personnes à l'aide d'une arme à feu. Immédiatement, les secours sont appelés et les 2 personnes sont rapidement emmenées à l'hôpital. La police intervient très vite sur les lieux, mais malheureusement, la police s'attarde sur la mauvaise personne, laissant le véritable tireur en liberté. Et c'est à ce moment-là que l'individu en profita pour quitter l'établissement et se diriger vers la poste. Il avait pour projet d'envoyer aux chaînes d'information des photos et des vidéos expliquant sa future tuerie. À 8h du matin, c'est le début des cours pour la majorité des étudiants. Le tireur étant parti poster ses vidéos et ses photos, les policiers pensent donc que l'établissement est sécurisé et qu'il n'y a plus rien à craindre. Ils en profitent pour interroger directement les élèves dans l'établissement et faire évacuer toutes les personnes du dortoir. Mais malheureusement, c'est une grosse erreur de leur part, car c'est à partir de là que le pire va commencer. Moins de 2 heures après, dans le bâtiment Norris Hall, abritant toutes les salles de classe scientifiques, de nouveaux coups de feu retentissent. La police essaye de retrouver le tireur, mais en vain. L'établissement va alerter immédiatement tous les élèves qu'une fusillade est en cours. Ils font passer le message via les haut-parleurs du bâtiment, mais aussi en envoyant des SMS et des mails à toutes les personnes de l'établissement. Il est 9h30 quand l'individu avance de classe en classe. Il tue de façon complètement aléatoire les élèves. Il rentre dans une classe, tue plusieurs élèves, puis ensuite passe à une autre. Quelquefois, il retourne sur ses pas, histoire d'être sûr d'avoir bien tué tout le monde. Dès qu'il entend du bruit, il se retourne et il tire. Il marche, il continue, il tire et il tue. D'après les témoins, il ne parlait pas aux victimes. Il se contentait de brandir son arme, de viser, puis de tuer. C'était le chaos. Les élèves essayaient de fuir comme ils le pouvaient. Certains essaient de se cacher sous les tables, sous les chaises. Et ceux ayant réussi à échapper à la tuerie renseignent les policiers au maximum sur ce que l'individu faisait, qui il était et à quoi il ressemblait. Mais les élèves qui étaient pris au piège et qui ne pouvaient malheureusement pas échapper ne pouvaient renseigner les autorités que par SMS ou par téléphone. Parmi ces messages, on peut lire des descriptions du tueur, qu'il était habillé avec une longue veste noire, qu'il était d'origine asiatique et que certains le reconnaissaient, c'était bien un étudiant de l'établissement. Au même moment, les urgences qui sont déjà sur place tentent de secourir le plus d'élèves possible. On compte plus d'une vingtaine de blessés. Une seconde alerte est lancée. Les policiers n'arrivent pas à neutraliser le tireur. Les élèves reçoivent une nouvelle alerte, par mail et par SMS, mais aussi via les haut-parleurs de l'université, disant qu'il faut impérativement rester dans l'établissement pour ceux qui y sont déjà, éviter de s'approcher des portes et des fenêtres parce que le tireur est incontrôlable et il est en liberté dans le bâtiment. À 9h45, l'individu entre dans une salle de classe et après avoir tué
quelques personnes, il se suicide avec son arme à feu. La fusillade aura duré au total une demi-heure et le bilan sera de 32 morts et 30 blessés. La police, les secours et les étudiants ne sont pas encore tous au courant que le tireur s'est donné la mort. Et c'est pour ça que l'établissement renvoie un message à tous les élèves, leur indiquant encore à tous ceux qui sont dans l'établissement de s'enfermer, de se cacher, mais aussi à toutes les personnes qui sont en dehors de l'établissement de ne surtout pas venir. Le message précise également que tous les cours du jour sont annulés. À 10h50, toutes les issues de l'établissement sont fermées, aussi bien dans le Norris Hall que dans tout le campus. Un 4e communiqué est envoyé à tous les élèves et les professeurs de Virginia Tech, leur indiquant que de nombreux élèves ont été tués, mais que le tireur a enfin été neutralisé, et qu'une recherche est actuellement en cours pour voir s'il y a d'autres tireurs. Mais ce que les policiers ne savent pas, c'est qu'à ce moment-là, le seul et unique tireur s'est suicidé depuis déjà plus d'1 heure. Les policiers sont sur la mauvaise piste, et ils viennent d'arrêter 2 innocents, pour le simple fait qu'ils leur paraissaient suspects, et qu'ils venaient de sortir du bâtiment. Et ils sont persuadés qu'un 3e tireur est encore en liberté, soit dans l'établissement, soit dans leur résidence, alors qu'en vrai, il n'en est rien. Par la suite, le responsable de l'établissement, Charles W. Steger, ainsi que le responsable de la police, Wendell Flinchum, organiseront une conférence de presse pour annoncer le lourd bilan de plus de 20 morts. Par la suite, l'actuel président George W. Bush fera également un discours sur le drame. Il déclarera avoir été horrifié par la tuerie et l'envoi d'un profond soutien à toutes les familles des victimes. Dana Perino, la porte-parole de la Maison-Blanche, a également fait un discours. Elle se déclare très émue et annonce suivre l'évolution de la situation. Cette histoire se fait ressentir jusqu'à l'international. En France, Jacques Chirac a appris avec horreur et consternation la fusillade de l'université de Virginia Tech. Et il adresse au président George W. Bush, aux familles des victimes et au peuple américain, l'expression de ses plus sincères condoléances et une profonde solidarité. Mais également en Allemagne, avec la chancelière Angela Merkel, qui a exprimé une profonde compassion envers le peuple américain. Au Royaume-Uni, la reine Elisabeth II a annoncé être profondément choquée par la tragédie et s'intéresser particulièrement à l'affaire et aux prochaines suites. L'affaire a même été jusqu'en Chine, où le ministre des Affaires étrangères, Li Xiaoqing, a déclaré être profondément choqué et exprimé un grand soutien au peuple américain, ainsi que des profondes condoléances. Il a également exprimé sa curiosité de savoir si l'étudiant était chinois ou non. À l'autre bout du monde, en Australie, le Premier ministre, John Howard, rappelle les terreurs de l'incident de Port Arthur, 11 ans plus tôt. Incident qui a fait changer la régulation sur le port des armes. En avril 1996, dans la cité de Port Arthur, en Australie, Martin Bryant, détenteur d'une arme à feu, avait abattu de sang-froid 35 personnes. Le Premier ministre déclare vouloir que son pays ne prenne pas exemple sur celui des États-Unis concernant la culture des armes à feu. Retour en Europe, plus précisément en Italie, où le chef de la diplomatie italienne, Massimo D'Alema, s'énonce comme profondément bouleversé. Mais aussi au Canada, avec les déclarations du ministre canadien de la Sécurité publique qui annonce que l'horreur de cet acte a été ressentie dans tout le pays et qui présente ses sincères condoléances à toutes les victimes et toutes les familles des victimes, avec un bon rétablissement à toutes les personnes blessées. Il a fini en rajoutant qu'en tant que voisin, il partageait toutes les peines et les tristesses que ce drame a pu engendrer. Et pour finir, même l'Iran a réagi. Mohamed Ali Hosseini, ministre des Affaires étrangères, a également présenté ses condoléances au peuple et aux familles des victimes. Et il a rajouté que cet acte était contraire aux valeurs humaines. Durant l'après-midi, le bilan est clos. 33 morts au total, dont l'auteur de la tuerie. À ce moment-là, 43 photos et 27 enregistrements vidéo de la part de l'auteur des faits ont bien été réceptionnés par les chaînes d'information. Ces documents ont immédiatement été remis au FBI. Des extraits de ces vidéos ont été diffusés à la télévision américaine. Sur le colis, c'était pas son nom qui était écrit, mais il était inscrit A. Ismaël. C'était le même nom que celui qui était inscrit sur son avant-bras, en lettres rouges. Cho Seung-soo avait inscrit sur son avant-bras à l'encre rouge Ismaël AX, signifiant la hache d'Ismaël. Une référence à la tradition musulmane évoquant le commandement fait à Abraham d'immoler son premier fils, Ismaël, à l'aide d'un couteau ou d'une hache. Dans la culture sud-coréenne, l'encre rouge est très mal considérée. Et Cho Seung-hui a justement immigré à l'âge de 8 ans, en Corée du Sud. Dans cette culture, écrire le nom d'une personne à l'encre rouge revient lui souhaiter la mort. Mais il a aussi envoyé au NBC News une photographie armée, ainsi qu'une lettre qui comporte une référence aux martyrs, comme Eric et Dylan Klebold, auteurs de la fusillade du lycée de Columbine. La lettre, les documents et les vidéos laissent découvrir la rage et la colère de l'auteur des meurtres. Il dit, je cite, « Je n'avais pas à faire ça. J'aurais pu partir, m'enfuir, mais non, je ne m'enfuirai plus. » Il explique que ce sont les autres qui l'ont poussé à en arriver là, qu'il aurait pu y avoir d'autres possibilités et d'autres moyens pour éviter ça, mais qu'on l'a poussé et qu'il n'a pas eu le choix. Il ne voulait plus fuir. Mais qui est vraiment Cho Seung-hui ? Cho Seung-hui est un étudiant en lettres anglaises sud-coréen, âgé de 23 ans, et d'après les étudiants qui le connaissent, il était de nature très timide. Son voisin de chambre a par exemple rapporté qu'il ne parlait absolument pas, même pas pour dire bonjour. Il était aussi inscrit dans un cours de théâtre, et selon les personnes qui étaient avec lui, il faisait des choses étranges. Il avait écrit 2 pièces de théâtre, où il était question de tuer un professeur. Selon certaines personnes qui étaient avec lui, il avait typiquement le profil du tueur. Et le fait qu'il soit l'auteur de la tuerie ne les a absolument pas surpris. En 2005, après de nombreuses accusations d'harcèlement, il est placé en hôpital psychiatrique, au Carillon Saint-Alban, où il y est considéré comme mentalement instable, jugé comme un danger pour les autres
mais aussi pour lui-même, suite à ses tendances suicidaires. Et pourtant, malgré le fait qu'il soit considéré comme dangereux, il a été relâché, sans aucun contrôle. Grâce à une négligence de la part des médecins, Cho Song-hu en a profité pour se procurer des armes à feu. Il se les a achetées de façon totalement légale dans une armerie à seulement quelques pas du campus. Lors de la fusillade, il était armé d'un pistolet calibre 9 mm Glock 19, un pistolet calibre 22 et un Walther P2210. Tous ont été retrouvés sur la scène du crime. Les 32 victimes étaient de toute nationalité. L'université Virginia Tech était ouverte au monde entier. Elle était mondialement connue dans le domaine scientifique, et de nombreux étudiants à travers le monde voulaient intégrer cette école. Parmi les 32 victimes, il y avait de nombreuses nationalités, telles que des Canadiens, des Indiens, des Américains, des Égyptiens, des Portoricains, des Vietnamiens et des Indonésiens. Avec un bilan de 33 victimes incluant le tireur, il s'agit de la fusillade scolaire ayant fait le plus de victimes aux États-Unis, dépassant les 15 morts du massacre du lycée de Columbine en 1999, mais aussi les 16 morts du massacre de l'Université du Texas. Seuls les attentats à la bombe qui ont frappé Bath School, au Michigan en 1927, ont causé un bilan plus lourd que ces drames, avec un total de 45 victimes. Cette fusillade est également la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, depuis les 24 morts de la fusillade de Lubies en 1991, et jusqu'à la fusillade du bar gay d'Orlando, le 12 juin 2016, qui a fait 49 morts. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle terrible histoire.